Bonjour Noga, dites-nous quelle est la situation sur place? Est-ce qu'Israël continue d'intercepter des frappes iraniennes? Bonjour Cyrine. Oui, en fait, le rythme s'intensifie maintenant des missiles lancés vers Israël. C'est vraiment toutes les 10 minutes, je dirais, un nouveau barrage et des avis aux Israéliens de rester dans leur abri anti-bombe. Euh, mais au niveau politique, nous n'avons quasiment rien su pendant toute la journée, depuis ce matin, du Premier ministre, du ministre de la Défense ou même de l'armée israélienne. Alors, par exemple, nous ne savons pas combien de missiles iraniens ont été lancés vers Israël ou combien ont été interceptés. Nous venons d'avoir un petit avis que pas exactement un missile iranien, mais les restes d'une bombe, d'un missile antimissile israélien est tombé sur un bâtiment de la ville de Bnei Brak, à côté de Tel Aviv, et qui a des blessés. Ce sont les premiers blessés graves israéliens. À Tel Aviv, la population est quasiment entièrement sous terre, dans des abris. Et à Jérusalem, on arrive très bientôt à ce même niveau de tension. Dites-nous Noga, comment est-ce que l'État hébreu justifie cette opération conjointe avec les États-Unis en Iran? La justification israélienne est très simplement que l'Iran menace l'existence d'Israël, que chaque fois qu'un dirigeant iranien annonce qu'ils vont effacer Israël du plan du monde ou qu'ils vont continuer avec leur enrichissement de l'uranium, que c'est une menace directe à l'existence de l'État d'Israël. Selon dit, il faut aussi admettre qu'en juin, de 2025, tant le président américain comme le Premier ministre israélien ont annoncé avoir complètement éliminé cette menace iranienne. Alors, c'est un peu une expérience de retourner un futur au passé, mais c'est ça la légitimation israélienne. Et est-ce qu'on en sait plus sur les cibles des frappes israéliennes? L'armée dit notamment avoir visé des réunions de hauts responsables du régime à Téhéran, ainsi que les systèmes de défense iraniens. La première chose à dire, c'est que nous ne savons pas comment se divisent les tâches militaires en ce moment entre les États-Unis et Israël. Nous ne savons pas quelles frappes étaient des frappes israéliennes, lesquelles américaines ou lesquelles possiblement même conjointes, sous une hiérarchie qu'on ne connaît pas encore. Mais Israël a absolument déclaré ouvertement dans les dernières 2 heures, je dirais, que sa cible principale était les hauts gradés militaires et politiques, inclut la tentative d'assassiner comment s'appelle-t-il, Khamenei, le guide suprême de l'Iran, Khamenei, le président Pezeshkian. En Israël, des sources militaires ont commencé à laisser savoir dans la dernière heure qu'ils croient avoir au moins blessé Khamenei, qui est un homme assez âgé, mais nous n'avons aucune, aucun résultat définitif pour le moment. Ali Khamenei qui devrait prendre la parole tout à l'heure. Merci beaucoup Noga Tarnopolski. On vous retrouvera un petit peu plus tard. Avec nous également sur ce plateau pour commenter ces événements au Moyen-Orient, Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef ici à France 24 et ex-correspondante à Téhéran. Et puis Rina Bassiste, rédactrice pour Al Monitor et correspondante pour la radio israélienne Cannes. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. D'abord, Mariam, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des nouvelles de certaines personnes en Iran? Est-ce que vous savez ce qui se passe sur place? Alors pour l'instant non, je n'ai plus de nouvelles puisqu'Internet a été coupé depuis 10 heures ce matin, donc après les premières frappes, puisqu'à chaque fois qu'il y a des frappes ou alors des manifestations, le premier réflexe du régime, c'est de couper Internet. Donc c'est très stressant pour les Iraniens qui vivent à l'étranger pour avoir des nouvelles de leurs proches. Moi personnellement, j'ai de la famille en Iran et des amis et des contacts et je ne peux pas vérifier si tout va bien. Donc pour l'instant, on n'a pas de contact. Ce que l'on sait,
c'est que là, un appel a été lancé pour les habitants de Téhéran de quitter la capitale iranienne. Rappelons-nous qu'au mois de juin, au moment de la guerre des 12 jours, quand Israël a attaqué l'Iran, il y avait eu ce mouvement très spontané des Iraniens qui avaient rassemblé en quelques minutes des habits et de quoi partir. Et ils étaient partis dans toutes les directions, le nord, l'ouest, le sud, pour quitter absolument la capitale iranienne. Sauf que là, on voit que beaucoup de villes en Iran sont concernées par ces frappes. Il y a beaucoup d'Iraniens dans la capitale qui est gigantesque. On parle de 12 millions d'habitants à Téhéran et sa périphérie, n'ont pas d'endroit où aller se réfugier. Donc, difficile de savoir. En plus, vous savez, quand vous vivez à Téhéran, vous ne connaissez pas forcément la localisation des bases de commandement des gardiens de la Révolution ou des bureaux des renseignements notamment, puisqu'ils sont implantés au sein même de quartiers résidentiels. Donc, impossible de savoir où les missiles vont tomber. En tout cas, ce matin, j'ai pu parler avec quelques Iraniens qui ont vu les missiles tomber, notamment dans le sud-ouest de Téhéran. C'est comme ça que j'ai pu comprendre que c'était vraiment la résidence du guide suprême Ali Khamenei et le palais de Massoud Pezeshkian, le palais présidentiel de Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique, qui avait été visé. Mais le premier quartier qui a été visé à Téhéran, le quartier Pasteur, c'est là où il y a une grande partie de l'appareil sécuritaire iranien. Ali Khamenei devrait s'exprimer normalement dans quelques heures. Il va pas s'exprimer en direct, à moins de grosses surprises, mais c'est ce qu'il avait fait au moment de la guerre des 12 jours. C'est une allocution qui est enregistrée. Elle va être enregistrée dans un bunker, dans un lieu secret où il se tient, et diffusée sur la radio télévisée d'État. Il faut aussi préciser que la radio d'État iranienne ne diffuse pas actuellement depuis ses studios habituels, mais depuis des endroits souterrains, cachés, puisque au mois de juin, ils ont été aussi visés par des frappes israéliennes. Rappelons-nous de cette image sidérante d'une présentatrice en plein journal qui était bombardée par les Israéliens. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de panique au sein même du régime iranien et que chacun se sent visé. Alors panique qui était quand même prévue, puisque les Iraniens savaient que le gouvernement et le régime savaient qu'ils allaient être bombardés de nouveau. Ils avaient pris des dispositions en ce sens, donc il n'y a pas de surprise. La population le savait également. On s'attendait à des frappes plus tôt ce week-end ou la nuit dernière. Elles sont arrivées ce samedi matin finalement. Il n'y a pas d'effet de surprise comme il y a pu y avoir au mois de juin et la guerre des 12 jours. Justement, est-ce qu'on peut comparer cette situation à celle de juin, ou est-ce que là, l'objectif, ça va être la chute du régime des Mollahs, coûte que coûte ? Oui, je crois que le paradigme a changé, parce qu'on se souvient, pendant la guerre des 12 jours, il y avait même des intentions de plans israéliens, justement, de viser de hauts responsables iraniens, et c'était les Américains, c'était Washington qui a dit stop, on s'arrête là. On se focalise sur les sites nucléaires. On fait cet énorme cadeau à Israël de frapper les trois sites à la fin de la guerre des 12 jours. Donc, après avoir fait cet énorme cadeau, il faut que ça s'arrête. Et donc, on est resté là. Et c'est en fait, cette guerre est devenue, d'une certaine façon, la base, justement, des négociations qui étaient menées ces dernières semaines. Là, on est complètement dans un autre scénario parce que, bien sûr, s'il y a maintenant avec les frappes, ça veut dire que pour les Américains, les négociations amenaient à rien. Il fallait cette estimation côté Washington, disons, les Iraniens essayent de gagner du temps, ils ne sont pas sérieux, ils ne mettent pas sur la table de vraies propositions de compromis pour prendre la décision de frapper. Et donc, il y a déjà cette situation. Et après a priori, c'est ce qu'on a attendu de la bouche du président américain. Là aussi, le régime même est visé avec Israël, qui a toujours espéré que les Américains ils vont rejoindre cet objectif beaucoup plus ambitieux, bien sûr, que viser que, encore entre guillemets, le programme nucléaire. Les Israéliens disaient toujours, regardez, d'abord, ça ne suffit pas, le programme nucléaire, on va arriver à un compromis qui ne sera pas bien pour nous, Israël. Et après, il n'y aura pas cette composant de missiles balistiques. C'est une menace imminente contre Israël. Il n'y a pas les composants, on ne parle pas, et on n'a pas parlé dans ces négociations justement la question des proxys, c'est Hezbollah, les Houthis et les autres milices. Et bien sûr, et ça, là reviennent les côtés du peuple iranien. La guerre des 12 jours, ça a commencé avec quoi? Il y avait
beaucoup d'agitation au sein de la population iranienne. Et dernièrement, on a vu toutes les manifestations. Et ces dernières semaines qui ont repris, justement, les étudiants iraniens, ils ont repris les négociations. Et les manifestations, ils sont ressortis dans la rue. Donc, le peuple iranien demande ça. Et c'est peut-être pas la raison pour laquelle les Américains ni les Israéliens ont frappé, mais je suis sûre que beaucoup d'Iraniens espèrent que ça va faire tomber le régime. Vous parliez justement des négociations qui étaient... D'ailleurs, il y avait une dernière série de négociations ce jeudi à Genève. À ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères d'Oman avait fait état d'avancées notables. Est-ce que c'était naïf de croire que la situation ne pouvait pas dégénérer ensuite ? Mais tout dépend de ce qui s'est passé réellement. Et bien sûr que pour lui, il fallait qu'il soit optimiste parce que c'est eux, cette fois-ci, qui étaient les hôtes, si vous voulez, même si la dernière négociation se soutenue à Genève et pas à Oman, mais c'est les Omanis qui étaient les sponsors, si vous voulez, de ces négociations. Donc, pour eux, il ne fallait pas que ces négociations échouent. Et c'est un petit peu, si on compare, par exemple, le rôle de Qatar et l'Égypte pour les négociations à Gaza, au moment où vous êtes responsable des négociations, c'est votre intérêt aussi de se montrer optimiste. Donc là, on ne sait pas si son optimisme était vraiment basé sur des avancées réelles ou plutôt c'était wishful thinking, comme on dit en anglais, espérant que les déclarations positives vont justement créer une sorte d'atmosphère qui va aider à mettre en place. Et certes, c'était annoncé qu'il y aura une autre négociation à Vienne lundi, mais ces négociations à Vienne, ce n'était pas au même niveau, c'était censé être à un niveau beaucoup plus technique. Voilà. Et donc, on ne sait pas vraiment s'il s'agissait d'un avancement réel dans ces négociations. Vous vouliez réagir ? On en vient à se demander parce que c'est vrai qu'il y a des similitudes avec la guerre des 12 jours. N'oublions pas que quand il déclare la guerre, Israël attaque l'Iran, on était dans un cycle de négociations à Oman entre Américains et Iraniens. Donc c'est un peu le même moment qui se joue. On en vient à se demander même si Donald Trump a pas fait durant un mois, a laissé ces rounds de discussion avoir lieu, les premiers à Oman, puis ensuite à Genève, pour dire, vous voyez, la solution diplomatique a échoué, je n'ai pas d'autre choix que d'attaquer l'Iran et de déclarer la guerre, puisqu'il ne faut pas oublier que dans quelques mois, il y a ces élections de mi-mandat où il va perdre gros. C'est déjà c'est déjà annoncé parce qu'il a un bilan qui est plus que mitigé, qu'il y a une partie de son électorat qui est contre cette guerre, il y a une partie de son administration qui est contre cette guerre, dont son vice-président J.D. Vance, et donc il faut convaincre cet électorat que cette guerre était essentielle pour la protection des États-Unis, parce qu'il a quand même été élu, Donald Trump, sur la promesse de résoudre les conflits mondiaux, donc notamment Israël et Gaza, et l'Ukraine, qu'il a échoué sur l'Ukraine et potentiellement échoué sur Israël et Gaza aussi. Et donc là, il recréerait cette guerre que beaucoup d'Américains craignent, cette fameuse guerre contre l'Iran, puisqu'il n'y a plus de relations diplomatiques depuis 47 ans maintenant, avec le traumatisme de la prise d'otage des diplomates américains en 1979. Donc c'est à se demander si, depuis le début, finalement, il paraissait comme étant très indécis, en promettant de l'aide aux Iraniens, puis en négociant, puis il a quand même fait des volte-face absolument hallucinantes quand même ces dernières semaines sur ce qu'il voulait faire avec le régime iranien. Donc on en vient à se demander si effectivement il n'a pas mené ces négociations ont échoué selon lui, qui étaient vouées à l'échec de toute façon, parce que les Iraniens ne voulaient pas négocier leur balistique et leur ingérence dans la région.